Cet anime réconfortant commence avec deux personnages principaux, Ryu et son jeune frère Kotaro. Ses frères sont devenus orphelins lorsque leurs parents ont été victimes d'un accident d'avion. La présidente de l'école Morinomiya a décidé de les accueillir. Ryu pensait qu'elle était une personne gentille, prête à aider les étrangers. De nombreuses personnes, dont le fils de la présidente, ont perdu la vie dans l'accident. Il s'est avéré que la dame âgée est devenue la tutrice légale de Ryu et de son frère pour deux raisons, pour qu'ils puissent poursuivre leurs études et parce qu'ils n'avaient pas d'autre famille. Lorsqu'ils sont arrivés à l'école, Ryu a rencontré la directrice, qui avait beaucoup de cheveux. Il se sentait nerveux et voulait faire une bonne première impression. Il pensait qu'elle pouvait cacher des choses dans ses cheveux, et Kotaro pensait la même chose. Il commença à dire des choses qui risquaient d'énerver la dame, alors Ryu empêcha son frère de dire quoi que ce soit d'offensant et remercia la grand-mère. Elle a remarqué leurs noms, qui faisaient référence à des dragons et à des tigres, et leur a dit qu'elle ne les avait pas accueillis par sympathie. Au lieu de cela, elle a informé Ryu que son travail à l'école consisterait à faire office de babysitter lorsqu'il n'était pas en classe. Saikawa s'empresse de préparer notre personnage principal, Ryu, pour l'emmener au club. En chemin, Ryu demande si la présidente a des petits-enfants. Saikawa a répondu n'avait pas d'enfants. Cela laisse Ryu perplexe quant à leur conversation précédente, et il s'enquiert de ce que signifie être une babysitter. Saikawa lui explique qu'il s'agit de s'occuper des enfants des professeurs pendant que Ryu poursuit ses études à l'école. Glace, un autre membre du club, a ajouté que la grand-mère n'avait pas d'autres membres de sa famille. Ses seuls parents étaient son fils et sa belle-fille qui, malheureusement, n'avaient pas de petits-enfants car ils ne s'attendaient pas à ce qu'une telle tragédie se produise. Ils arrivèrent enfin au club, et Saikawa informa Ryu qu'il serait le premier membre officiel de l'institut. En effet, l'institut manquait de personnel en raison de contraintes financières. Lorsqu'ils avaient proposé cette idée à d'autres étudiants, ils l'avaient rapidement refusée car changer des couches n'était pas une tâche facile. Cependant, Ryu, en tant qu'expert et ayant pris soin de son petit frère, était déjà bien préparé pour ce travail. Une fois à l'intérieur, les enfants ont examiné Ryu de près et sont partis en courant. C'est là que nous avons rencontré Uzeda Yoshito, que nous appellerons Yoshi. Yoshi avait étudié dans la même académie, et après avoir obtenu son diplôme, il avait décidé d'aider la dame âgée du club. Il l'a fait parce qu'il s'ennuyait en restant à la maison et qu'il voulait s'assurer que le club ne fermerait pas. De cette façon, les professeurs pouvaient se détendre tout en donnant leurs cours. Les adorables enfants n'ont pas tardé à se présenter. D'abord, il y avait le plus espiègle du groupe, Taka. Ensuite, il y avait la plus mignonne de la bande parce qu'elle était si gentille, Kirin. Les frères Mamizuka, Takuma, et le pleurnichard Kazuma, faisaient également partie du groupe. Enfin, il y avait la plus jeune de tous, Midori. Ryu et son frère se présentèrent aux enfants, et très vite, les enfants se sentirent à l'aise et commencèrent à jouer avec Ryu. Au début, ils voulaient jouer avec Kotaru, mais Ryu se joignit rapidement à eux. Kotaru remarqua la vivacité et l'énergie des enfants et voulut protéger son frère. Cependant, Ryu lui a assuré qu'il n'y avait pas de problème. Kotaru finit par s'asseoir seul dans un coin, un livre à la main, tout en souhaitant que son frère lui revienne. Yoshi informa Ryu que son service était terminé et qu'il partait. Ryu eut du mal à gérer leur comportement enjoué et énergique. Lorsque les mères sont venues chercher leurs enfants, le frère aîné de Taka est venu le chercher car ils étaient dans la même classe. Il a dit à Ryu que Kotaru semblait seul et a suggéré d'accorder la même attention à tout le monde. Ryu s'est approché de son jeune frère et a remarqué que Kotaru avait une forte fièvre. Il se dépêche d'emmener Kotaru à l'hôpital le plus proche, guidé par Hayato. En chemin, Ryu pensa à la façon dont Kotaru faisait souvent semblant d'aller bien alors qu'il avait en réalité besoin d'attention. À l'hôpital, les médecins l'informèrent que la fièvre de Kotaru était due au changement d'environnement. Cette inquiétude poussa Ryu à appeler ses parents, mais il se rendit compte qu'il ne reviendrait pas. Cela lui rappelle les moments où il était malade et où il cherchait du réconfort auprès de ses parents. La présidente est apparue pour le consoler, lui disant qu'il était en qu'il pleure, d'autant plus que lui et son frère étaient les seuls à ne pas avoir versé de larmes à l'enterrement. Après avoir bien pleuré, Ryu retourna à l'intérieur, et l'infirmière amena Kotaru, qui pleurait lui aussi. Ryu se demanda s'ils n'auraient pas dû pleurer ensemble dès le début, réalisant qu'ils étaient là l'un pour l'autre. Le lendemain matin, la présidente remarque des fleurs et s'énerve. Cependant, lorsqu'elle apprit que Ryu et Kotaru les avaient cueillis, son humeur changea et elle décida de garder les fleurs.
Après les cours, au club, les enfants ont décidé d'inclure Kotaro en apportant un nouveau livre pour que tout le monde puisse le lire ensemble. Le lendemain matin, Ryu se réveilla très tôt. Ce n'était pas facile de dormir dans une nouvelle maison et une nouvelle chambre. L'environnement inconnu rendait difficile une bonne nuit de sommeil. La présidente est entrée dans la chambre, l'air un peu agacée, et lui a dit d'arrêter de se prélasser et de se préparer pour l'école. Elle l'informa également que tout le temps libre dont il disposait serait consacré aux plus jeunes. Saikawa prépara le petit déjeuner et le déjeuner pour Ryu, tandis que ce dernier enfilait son nouvel uniforme scolaire. Alors que Ryu se rendait à l'école, il remarqua que les gens le regardaient bizarrement. Il demanda à Hayato s'il y avait quelque chose d'inhabituel chez lui. Hayato lui expliqua qu'il avait une file d'enfants qui le suivait, car tous les petits de la garderie étaient sortis pour lui courir après. Mais c'est Kotaro qui avait décidé de le suivre, et les autres l'avaient rejoint, affirmant qu'ils étaient là pour le protéger. Les enfants ont poussé Hayato à menacer de les discipliner s'ils ne se calmaient pas. Cette menace a effrayé Taka, qui a tenté de s'enfuir mais a fini par entrer en collision avec Ino, une élève belle mais sévère qui intimidait les enfants. Ino dit à Ryu que ce n'est pas dans le couloir qu'il faut faire du grabuge. Après la réprimande d'Ino, Ryu et Hayato raccompagnent les enfants à la garderie. Il a été révélé qu'Ino était une élève dévouée qui avait toujours de bonnes notes, mais que sa nature stricte l'avait laissé quelque peu isolé. La mère de Hayato lui a conseillé d'être plus sociable, car même si les études sont essentielles, le fait de s'y consacrer uniquement l'éloigne des autres. Ino a ensuite été envoyée à la garderie pour livrer le déjeuner à Taka. Alors qu'elle observe Ryu passer du temps avec les enfants, Yoshi fait un geste audacieux. Il fait semblant d'avoir mal à l'estomac et demande à Ino de rester pour surveiller les enfants. Bien qu'elle se sente un peu mal à l'aise en raison de sa nature diligente et obéissante, elle accepta de rester. Cependant, son attitude sévère faisait fuir les enfants chaque fois qu'elle essayait de leur parler. Frustrée, Ino se mit à pleurer car elle avait toujours voulu se faire des amis et ne comprenait pas pourquoi il se détournait d'elle et la traitait mal. Voyant Ino bouleversée, les enfants essayèrent de la réconforter, et leurs efforts furent si efficaces qu'ils finirent par s'endormir ensemble. Kotaro se sentait déprimé à cause de ce que Taka avait dit à propos de sa chemise tigrée. Pour lui remonter le moral, Ryu promit qu'ils iraient au zoo pendant le week-end. Les enfants étaient très enthousiastes à cette idée et, avec la permission de la présidente, qui, bizarrement, a donné à Ryu beaucoup d'argent et de nourriture, ils se sont rendus au zoo. Ils étaient accompagnés par les mères des plus jeunes enfants, et pour la journée, Yoshi est devenu leur photographe. Taka est resté seul, car son frère avait une activité au club de baseball ce jour-là, et sa mère avait d'autres engagements. Au zoo, ils sont tous allés voir les tigres, et Kotaro a eu un peu peur, se figeant sur place. Ryu s'est amusé à le taquiner, imaginant que s'ils étaient dans la nature, Kotaro serait le premier à se faire manger. À l'heure du déjeuner, Ryu alla chercher les boîtes à bento et prit le temps d'observer les parents avec leurs enfants. Il se sentit brièvement un peu triste, mais Yoshi l'appela, le ramenant au groupe. Tout le monde a passé un bon moment au zoo, mais Taka, à qui son frère manquait, a pris un homme pour son frère. Alors qu'il poursuivait l'homme, il se rendit compte qu'il s'était perdu et qu'il était tout seul. Cependant, à l'insu de Taka, son frère le surveillait de loin dans le parc et finit par le retrouver, le sauvant ainsi de sa situation difficile. Sur le chemin du retour, dans son état de sommeil, Taka avoue à son frère qu'il l'aime. Hayato, surpris mais touché, admit qu'il ne le détestait pas non plus et rougit d'embarras. Ryu se moqua de Hayato et exprima sa gratitude d'avoir un frère qu'il aimait. C'était le jour de la Saint-Valentin, et les élèves étaient impatients d'offrir et de recevoir des chocolats. Cependant, s'ils voulaient échanger des chocolats, ils devaient le faire discrètement, comme s'ils passaient des messages secrets. Dans une classe, une fille avait le béguin pour Ryu mais était trop timide pour passer à l'action. Dans la classe voisine, le chaos régnait car les filles étaient folles d'un élève populaire qui semblait être la coqueluche de l'école. Il a reçu des chocolats de la part de toutes les filles. Cependant, Ino, connue pour son respect strict des règles, a causé un problème majeur pour tout le monde. Elle leur fit remarquer qu'ils enfreignaient les règles et qu'ils ne pouvaient tout simplement pas les ignorer. Elle a insisté sur le fait que s'ils voulaient échanger des chocolats, ils devaient attendre la fin des cours. Yaji, le beau gosse, s'est approché d'Ino et lui a demandé si elle connaissait le club des babysités, car il souhaitait y travailler. Il aimait passer du temps avec les enfants. Ino, troublé, lui dit d'aller se renseigner lui-même. Elle quitte la classe, accablée, et se met à pleurer. Elle craignait que les enfants en viennent à la détester parce qu'elle avait souvent l'impression de gâcher le plaisir des autres.
Yaji se rendit au club des babysitters, se présenta à Ryu et gagna rapidement la confiance des enfants en les complimentant. Cependant, à la bibliothèque, Ino entendit une rumeur au sujet de Yaji. On disait qu'il avait l'habitude de regarder les enfants d'un air étrange pendant qu'ils jouaient. Inquiète, Ino se précipite au club et trouve Yaji en sang. Un ami de Yaji est alors apparu et a expliqué que Yaji aimait sincèrement être avec les enfants, mais qu'il avait un problème particulier. Il saignait du nez à chaque fois qu'il touchait un enfant, ce qui était tout à fait inhabituel. Son ami a alors éloigné Yaji de la garderie pour éviter qu'il ne cause d'autres problèmes. Yaji, essayant de dissimuler la véritable raison, a prétendu que le saignement de nez était dû au fait qu'il avait mangé trop de chocolat. Ce mensonge a excité les enfants, qui ont tous voulu manger du chocolat. Ino les gronde, leur expliquant que ce n'est pas possible ce jour-là, mais promet de leur donner des bonbons le lendemain. Après les événements, Ryu exprima sa gratitude à Ino pour avoir veillé sur les enfants et lui offrit une boîte de chocolat. Il lui dit également qu'il apprécie son comportement grincheux, ce qui fait rougir Ino. Ryu lui dit alors qu'il la reverra le lendemain. Yaji, déterminé à se rattraper auprès des enfants, est parti faire du shopping pour acheter autant de chocolat qu'il le pouvait. De retour à la maison, Ryu et Kotaru goûtent les chocolats préparés par Saikawa avec le chocolat de la présidente. Par une matinée très froide, Yoshi emmena les enfants au cours d'éducation physique. Ils étaient ravis et se sont serrés contre Ryu pour se réchauffer et se mettre à l'aise. Alors que le cours était sur le point de commencer, les autres élèves ont demandé aux enfants de partir parce qu'ils voulaient les utiliser comme coussins de chaleur pour combattre le froid. Takuma s'est séparé du groupe parce qu'il a vu un homme mystérieux, ce qui a fait paniquer tout le monde, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un kidnappeur. Hayato a même lancé une chaussure sur l'homme. Cependant, il s'est avéré être le père des jumeaux, qui avait été infiltré parce qu'il est un acteur très célèbre et n'avait pas vu ses enfants depuis plus de 6 mois. Malheureusement, chaque fois qu'il essayait de jouer avec eux, Kazuma éclatait en sanglots parce qu'il semblait avoir peur de lui. L'homme avait renoncé à créer des liens avec ses enfants et s'apprêtait à partir. Cela mit Ryu en colère, car il voulait qu'il soit un bon père pour ses enfants. Malheureusement, les efforts de l'homme n'aboutissaient pas, et il voulait rentrer chez lui et les attendre là-bas. Cependant, une lycéenne l'a reconnu, et lorsqu'elle a crié son nom, toutes les filles se sont excitées. Les enfants ne voulaient pas que leur père s'en aille, alors ils sont partis à sa recherche, avec l'aide de Ryu et Hayato, qui l'ont aidé à le ramener. Umi, la mère des jumelles, est arrivée et a informé toutes les filles qu'elles échoueraient si elles ne retournaient pas en classe. Elle explique à son mari que si leurs enfants ont peur de lui, c'est parce qu'elle leur a fait regarder un film où il jouait un méchant. C'est pourquoi ils avaient si peur de lui. Cependant, ils finirent par profiter de leur journée de congé avec leur père. Plusieurs mois s'étaient écoulés, et Ryu était passé au lycée. C'était la période de l'année où les élèves s'inscrivaient avec enthousiasme dans des clubs et se faisaient de nouveaux amis. Cependant, Ryu, en consultant le tableau d'affichage du club, ne trouva pas de place pour son club de baby-cité. Un peu déçu, Ryu retourna à la crèche, où tous les enfants l'accueillirent en le serrant dans leurs bras, sous le regard de Kotaru. Yoshi remarqua l'affiche de recrutement que Ryu avait faite et lui demanda pourquoi il ne l'avait pas mise. Ryu expliqua qu'en raison de la politique de l'école et du manque de place sur le tableau d'affichage, il n'avait pas pu trouver d'autre endroit pour l'afficher. Yoshi leur proposa d'aller voir les autres clubs, car le lycée permettait aux élèves d'explorer leurs options et de choisir celle qui leur plaisait le plus. Les enfants forment une ligne droite et commencent à explorer le campus. Ils arrivèrent d'abord au club d'art et de théâtre, où la mère de Kirin apparut un peu effrayante, déguisée en fantôme pour son club. Elle essaya de convaincre Ryu de rejoindre leur club, mais il refusa poliment, expliquant qu'il devait consacrer son temps à son propre club. Plus tard, il croise Umi, et pendant qu'ils discutent, une délicieuse odeur attire les enfants dans la salle de classe de cuisine. Ino les trouve et s'occupe d'eux, tandis que Ryu arrive et se fait gronder par elle pour avoir négligé les enfants. Cependant, Ino se rendit rapidement compte qu'elle avait été trop dure et s'arrêta pour s'excuser. Cet incident a révélé un côté différent et plus attentionné d'Ino, ce qui l'a fait rougir. D'autres membres du club ont commencé à flirter avec Ryu, l'incitant à rejoindre leur club car ce serait bien d'avoir un garçon. Lui, cependant, semblait perdu dans ses pensées. Témoin de l'intérêt d'Ino pour les enfants, les autres filles du club commencèrent à être plus sociables avec elle, reconnaissant qu'elle n'était pas qu'une fille calme et grincheuse. Taka demanda à Ryu de venir voir son frère jouer au baseball, et c'est là que Ryu commença à réaliser qu'il était peut-être en train de rater une grande partie de son adolescence en s'occupant des enfants.
Même s'il aimait passer du temps avec eux, ce n'était pas la même chose que de faire partie d'un club de son choix. Il s'excusa pour mettre l'affiche et demanda à Kotaru s'il voulait se joindre à lui, mais Kotaru refusa. Ryu a alors mal compris, pensant que son frère se débrouillait mieux sans lui. Kotaru, comprenant ce que son frère ressentait, a persuadé Hayato de rejoindre le club des gardiens en lui tirant la jambe. Les autres enfants ont également apporté des biscuits à Ryu pour lui remonter le moral et l'empêcher d'être triste. Ryu demanda à Yoshi si sa dépression était si visible, et Ino leur apporta de temps en temps des sucreries pour leur remonter le moral. Plus tard, Ryu tomba malade et la présidente, avec son poil de mouton caractéristique, dut s'occuper de lui. Elle empêcha Kotaru d'entrer dans la pièce pour éviter qu'il ne tombe malade à son tour. Cependant, la rusée grand-mère ne voulait pas que le petit garçon se sente triste et lui demanda de l'aider à préparer un médicament pour guérir son frère. Kotaru a accepté, et nous l'avons vu comme un gentil petit assistant, essayant de presser des citrons. Après beaucoup d'efforts, il réussit à remplir un peu le verre, bien qu'il ait accidentellement renversé. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car ce petit garçon déterminé n'a pas abandonné. Il remplit à nouveau le verre, atteignant ainsi son objectif. Kotaru donna ensuite le médicament à Ryu, qui faisait un cauchemar à propos de ses parents. Dans son rêve, Kotaru avait failli partir avec eux en avion. Ensuite, Kotaru a réveillé Ryu pour qu'il prenne ses médicaments et se rétablisse le plus vite possible. Ryu a bu le médicament et a exprimé sa gratitude pour ne pas avoir perdu Kotaru, reconnaissant que c'était la chaleur de Kotaru qui l'avait aidé à traverser la vie. Lorsque Ryu s'est remis de sa maladie, il est retourné travailler à la garderie. Midori est la première enfant à arriver et il faut lui changer sa couche. Cependant, elle complique la tâche de Ryu en s'enfuyant pendant le changement de couche. Soudain, un élève est entré dans la pièce et a été dégoûté par la vue d'une couche. Cette étudiante s'est montrée impolie envers Ryu qui, à son tour, a répondu de manière impolie. L'étudiant roux de 2e année était venu à la recherche de Midori et il s'est avéré qu'il voulait faire la cour à la mère du bébé, bien qu'elle soit déjà mariée. Quand Ryu découvrit cela et remarqua l'attitude prétentieuse du gars, il décida de garder secret le fait que Midori était le bébé dans la chambre. L'étudiant était seulement intéressé à rencontrer ce qu'il croyait être sa future fille, d'autant plus que le père du bébé n'était plus en vie. L'étudiant partit, promettant de revenir plus tard pour voir Midori. Ryu se retrouva perdu dans ses pensées. Tous les autres enfants, ainsi que Yoshi, sont entrés dans la garderie. Ryu demanda à Yoshi des nouvelles du père de Midori et apprit qu'il était parti travailler. Ryu commença à poser des questions, mais cela ne fit qu'accroître sa confusion. Ino se mit en colère, expliquant qu'ils n'avaient pas encore vécu leur premier amour. Elle lui fait remarquer que Ryu a quelqu'un qui est fou de lui, mais que lorsqu'il la regarde, il ne se sent pas attiré par elle. Perdu dans ses pensées, Ryu retourna à la crèche, où il trouva le rouquin en train de se faire attaquer par les enfants, qui le couvraient de morve simplement parce qu'il était stupide. Ryu les calma, leur nettoya le nez, puis décida d'avoir une conversation avec le gars, qui savait déjà que Midori était la petite fille qu'il cherchait. Ryu lui expliqua que ce qu'il faisait était mal. Puis, la mère arriva pour récupérer sa fille, son travail de la journée étant terminé. Le rouquin, faisant preuve d'un grand courage, décide de lui avouer son amour. Au moment où il s'apprête à le faire, Midori éclate en sanglots, ce qui pousse sa mère à la réconforter. C'est à ce moment-là que la mère lui révèle que son mari va bientôt revenir de Turquie. Pendant tout ce temps, le rouquin avait cru que lorsque la mère disait que son mari était loin, cela signifiait qu'il était décédé. Le cœur brisé, il ne pouvait que dire qu'il s'occuperait de Midori chaque fois qu'elle aurait besoin d'aide. Le garçon se sentit triste, mais Ryu lui dit qu'il avait l'air vraiment cool d'avoir un sentiment si fort et si attentionné. Après cela, ils commencèrent à jouer une partie de Power Rangers contre le roi dragon. Mais soudain, Kirin a dit qu'il s'agissait de jeux pour enfants et qu'il valait mieux arrêter de jouer et commencer à étudier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ino l'avait influencé. Cependant, son désir d'étudier n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Elle voulait devenir une sorcière, ce qui était en fait un objectif difficile. Comme il n'était pas juste de briser les rêves d'un enfant, Ryu décida d'accepter. Cependant, Taka remit en question les convictions de Kirin en lui demandant d'apporter des preuves, car il pensait que les sorcières n'existaient pas. Il montra une photo du Ranger rouge comme preuve, alors que Kirin n'avait rien d'autre que ses livres. Pour prouver son point de vue, elle a même essayé de voler, mais malgré ses efforts, elle n'y est pas parvenue. Ryu demanda à Ino de l'aider à trouver des preuves que Kirin pouvait voler, mais les preuves qu'elle trouva étaient quelque peu troublantes. Il s'agissait en fait d'informations sur les procès de sorcières du passé, tels qu'ils sont décrits dans les livres d'histoire. Finalement, Ryu, quelque peu résigné, retournait au club lorsqu'il remarqua que la petite fille était sur le point de tomber du balcon. Dans un acte héroïque, il réussit à la sauver.
La petite fille pleurait parce qu'elle ne pouvait pas voler, mais elle reçut ensuite une bonne nouvelle. La grand-mère, qui avait l'air d'une sorcière, lui dit que pour voler, il faut s'entraîner pendant des centaines d'années. Elle l'avertit également qu'il va pleuvoir, ce qui se produit effectivement, laissant tout le monde surpris car il pensait maintenant que la grand-mère était une vraie sorcière. Lors d'une journée typique de lessive, alors que Ryu étendait son linge, Kotaro s'est éloigné pour chasser des fourmis et est tombé sur un garçon coincé dans les buissons. Il s'avéra que ce garçon était le frère de Nezu, celui dont les cheveux émotifs lui couvraient presque le nez. La famille a connu des difficultés financières qui l'ont empêché d'acheter des jouets ou les derniers jeux vidéo, surtout avec une famille nombreuse. Nezu a assumé la responsabilité de gérer les finances de la famille tout en travaillant et en étudiant assidûment. Malgré tous ces défis, il a réussi à exceller dans ses études et à terminer premier de sa classe avec les meilleures notes. Le jeune frère avait piqué une crise parce qu'il n'avait pas eu le jeu qu'il voulait et s'était enfui. Ryu a appelé Yaji, un bon ami de Nezu, et Yaji est arrivé à la maison de la présidente avec Ino, qui se promenait tranquillement dans la rue et qui s'est retrouvé mêlé à la situation. L'enfant bouleversé s'est plaint de la situation financière de sa famille, mais Ino lui a fait comprendre à quel point son frère était formidable, car il était capable d'étudier et de travailler pour subvenir à leurs besoins. Soudain, un autre frère s'est retrouvé coincé dans les buissons et a expliqué que les jeux ne semblaient peut-être pas importants pour les autres, mais que parce qu'il n'en avait pas à l'école, il se sentait exclu. Cependant, le plus jeune frère, Kishi, a pris la parole et a précisé qu'il ne détestait pas son frère, mais qu'il n'aimait pas être pauvre. Yaji a également raconté aux enfants que Nezu avait dit un jour qu'il créerait lui-même un jeu chaque fois qu'il en voudrait un, parce qu'il savait que personne ne l'achèterait pour lui. Ces paroles ont enthousiasmé le garçon, et l'un de ses frères est parti à sa recherche. Après avoir discuté et reçu l'aide de Ryu pour sortir des buissons, Nezu arriva pour les ramener à la maison. Il avait la surprise d'avoir acheté le jeu tant désiré par son petit frère, ce qui réjouit tout le monde. Pendant les cours, Ryu dit au revoir au petit et oublie accidentellement son déjeuner. Son jeune frère, ne voulant pas qu'il ait faim, décida de se charger lui-même de la tâche. Yoshi, constatant l'enthousiasme de Kotaru à livrer le repas, l'autorisa à se rendre seul à l'école. Cependant, Kotaru a demandé au requin qui passait par là de garder un œil sur lui et de l'aider en cas de problème. C'est là que nous assistons à l'incroyable détermination de ce petit garçon, portant la nourriture jusqu'au 2e étage, les escaliers constituant son plus grand obstacle. Sa détermination inébranlable a inspiré d'autres élèves qui ont compris qu'ils devaient eux aussi faire des efforts pour atteindre leurs objectifs. Cependant, en raison de sa petite taille, il a accidentellement heurté certains élèves dans les escaliers. Néanmoins, avec l'aide du rouquin, ils ont réussi à sauver la nourriture et à la livrer en toute sécurité dans la salle de classe de Ryu pour qu'il puisse manger. Ryu a dû raconter un petit mensonge en prétendant qu'il avait très faim. J'utilise le terme « mensonge » parce que toute la classe, remarquant qu'il n'avait rien à manger, s'est mise en quatre pour partager son repas avec lui. Kotaru avait vraiment faim, et Ryu lui a donc proposé de manger avec lui. Quelques heures plus tard, les filles ont commencé à discuter de l'identité du plus beau garçon de leur classe, et Ryu s'est avéré être un véritable coup de cœur pour elle. C'était surprenant car, en général, les protagonistes ne sont pas très populaires. Yuki était amoureuse de Ryu, et elle avait un rival de taille à affronter, nul autre que Kotaro. Les deux frères étaient toujours ensemble, et Ryu était très protecteur envers son cadet. De plus, des rumeurs ont commencé à circuler sur le fait qu'Ino sortait avec Ryu, mais il ne s'agissait que d'une plaisanterie mesquine de la part des filles. Elles prétendaient qu'Ino était si grincheuse qu'aucun homme ne la supporterait. Ino a entendu ces mots et s'est énervé contre tout le monde. Cependant, sa colère se dissipa rapidement lorsqu'elle vit Ryu, adorable dans son tablier de baby-sitter. Alors qu'elle s'éloignait, elle commença à réaliser qu'elle avait des sentiments très particuliers à l'égard de Ryu. En fait, elle était tombée amoureuse de lui parce qu'elle aimait sa façon d'être. Il était le seul à lui avoir dit qu'il aimait son côté grincheux. Ensuite, elle rencontra Kotaro et Kirin. La petite fille aux joues potelées l'informa qu'ils étaient venus la chercher pour qu'ils puissent jouer, car elle ne va jamais à la garderie. Ino a précisé qu'elle n'y allait pas parce que quelqu'un l'avait perturbée dans ses hormones. Mais, en tant que petit malin, il savait qu'elle aimait Ryu. Ino l'a nié, ce qui leur a fait penser qu'elle détestait Ryu. Ils mirent donc au point un plan pour lui montrer qu'il était quelqu'un de bien. Kotaru se rendit dans la classe de Ryu et lui demanda un câlin. Lorsque Ryu le serra chaleureusement dans ses bras, tout le monde dans la classe put sentir la chaleur qui s'en dégageait. Mais Ino a dit à Kirin qu'il était trop indulgent. Pour montrer qu'il pouvait être strict, Kirin s'est approché de Ryu et lui a demandé de la frapper, sinon elle deviendrait une mauvaise fille. Mais Hayato finit par la frapper. Kirin se mit à pleurer et demanda à Ryu de la frapper pour qu'Ino se réconcilie avec lui. Ce plan a fini par embarrasser encore plus Ino devant la classe lorsque les enfants espiègles ont dit à tout le monde qu'Ino était amoureuse de Ryu. Elle le nie et s'enfuit, mais Ryu l'attrape par la main pour lui dire qu'elle a un autocollant collé sur sa jupe, ce qui fait qu'Ino manque d'avoir une crise cardiaque.
Le soir venu, on apprend que l'un des jumeaux, Kazuma, est tombé malade. Takuma décida de passer une journée joyeuse, car il avait promis à son jumeau de l'aider à se rétablir. Il choisit de suivre Kotaro partout, s'assurant ainsi du bonheur de son jumeau. Cependant, à l'heure de la sieste, Takuma commença à se sentir seul car son jumeau et lui étaient inséparables. Il décide alors de s'éclipser pour aller attendre son frère à la sortie de l'école. C'est là que Kotaro l'a trouvé et a informé Ryu de l'endroit où se trouvait Akuma. Ryu est allé le rejoindre et a assuré à Takuma qu'il l'appellerait pour s'enquérir de l'état de son frère. Leur mère arriva avec de bonnes nouvelles, annonçant que l'autre jumeau s'était déjà rétabli. Les deux petits frères s'étreignirent et fondirent en larmes, inversant brièvement leur rôle, Takuma devenant le pleurnichard et Kazuma le joyeux. C'est Yoshi qui a contacté leur mère parce que Takuma avait attendu si longtemps. Quelques jours plus tard, en arrivant à l'académie, Ryu découvrit une lettre d'amour dans son casier. La lettre n'avait pas de nom, ce qui rendait mystérieuse la personne qui l'avait envoyée. Ryu n'arrive pas à croire qu'une fille puisse avoir le béguin pour lui. Un de ses camarades de classe a pris la lettre et l'a lue à haute voix. Ino et Yuki entendirent les mots d'amour adressés à Ryu. La fille lui avait demandé de la rejoindre le lendemain matin. Ryu n'en revenait pas, car c'était la première lettre d'amour qu'il recevait. Mais le hic, c'est que la lettre n'appartenait à aucune des deux filles présentes qui avaient des sentiments pour lui. À la garderie, Ryu se sentait rougir et les enfants lui ont demandé s'il se sentait mieux. La timidité de Ryu le fait hésiter et il envisage de rejeter la mystérieuse fille. Cependant, les mots de la lettre l'ont laissé si hébété qu'il a semblé se contenter de faire des gestes pour le reste de la journée. Cela inquiète le petit Kotaro, qui commence à craindre que son frère ne tombe à nouveau malade. De retour à la maison, Saikawa fait part de la lettre d'amour à la présidente, ce qui rend Ryu encore plus timide. Dans leur chambre, Kotaro observe son frère, mais ne veut pas le déranger et s'endort tôt. Le lendemain, alors qu'il se rendait à l'école, Ryu décida de rejeter la fille qui lui avait envoyé la lettre d'amour. Il estimait qu'il n'avait pas le temps de sortir avec elle tout en s'occupant de ses tâches de babysitter. En chemin, Kotaro aperçoit une grosse branche de citronnier et décide de s'éclipser pour ramasser quelques citrons. Malheureusement, Ryu, perdu dans ses pensées, n'a pas remarqué que son frère s'était éclipsé. Ryu rencontra Ino et Yuki, qui se rendaient tôt à l'école pour raconter des ragots sur la prochaine rencontre amoureuse de Ryu. En apprenant la disparition de Kotaro, elles décidèrent de l'aider, mais leur recherche était assez désorganisée. C'est alors que Hayato apparaît avec son frère et Kotaro, expliquant que l'espiègle petit garçon était parti chercher un citron pour que Ryu s'en serve comme médicament. Après avoir retrouvé Kotaro, Ryu décida de repousser les avances de l'inconnu, expliquant que sa priorité était de s'occuper de son petit frère, comme le ferait un vrai homme. Yuki et Ino, qui écoutaient derrière un buisson, entendent la conversation. La décision de Ryu signifiait qu'ils étaient tous les deux hors jeu en termes d'intérêt romantique, mais elle les rapprochait aussi l'un de l'autre. Plus tard, Taka appelle chez Ryu pour inviter Ryu et Kotaro à se joindre à lui lors d'un festival. Excité, le trio, composé de Ryu, Kotaro et Hayato, rejoignit Taka et se rendit au festival animé. Le festival était rempli de stands de nourriture, de vendeurs de jouets et de vêtements traditionnels. Ryu et Kotaro ont revêtu des vêtements traditionnels pour l'occasion. Cependant, leur plaisir au festival a été gâché par quelques stands de jouets trompeurs qui ont fini par arnaquer les clients. Le principal problème est survenu lorsque Taka, qui portait une épée jouet, ne s'est pas rendu compte qu'il l'avait perdue et qu'il ne tenait en fait qu'un bâton. Une fois qu'il s'est rendu compte de sa perte, il est devenu un peu paniqué, et ils ont tous commencé à chercher l'épée jouet manquante pendant tout le festival. Hayato conseille à Ryu de partir avec Kotaro et de profiter du festival pendant que lui, Taka et les autres cherchent l'épée. Cependant, Ryu insista sur le fait qu'être de vrais amis signifiait se serrer les coudes en cas de besoin. Alors qu'ils poursuivaient leurs recherches, ils rencontrèrent par hasard des amis de l'école. À un stand, on leur dit que les objets perdus peuvent être retrouvés dans la zone des objets trouvés du festival. La recherche de l'épée jouet perdue de Taka s'est avérée futile, ils ne l'ont trouvée nulle part. Hayato suggère à Kotaro d'abandonner puisque l'épée a probablement disparu pour de bon. Au lieu de cela, il promit d'emmener son petit frère dans un magasin où se trouvait une ceinture de super-héros que Kotaro voulait vraiment. Ils se rendirent au magasin et Kotaro commença à inspecter les différents articles. Lorsqu'il tira sur l'une des cordes, à la surprise générale, l'épée en bois manquante sortit. Il s'avéra qu'un vieux vendeur astucieux avait récupéré l'épée et l'avait incluse dans ses articles pour se faire un peu d'argent supplémentaire. Ils furent ravis de retrouver l'épée et trouvèrent même une boîte d'épargne en forme de console de jeux vidéo. Ryu décida de l'offrir en souvenir à la présidente. Les vacances d'été sont arrivées et il est temps pour les enfants de se rendre au bord de la mer pour une baignade rafraîchissante dans les eaux salées. Cependant, alors que certains enfants plongeaient avec enthousiasme dans l'eau, d'autres, comme Kotaro, hésitaient à entrer et semblaient avoir peur pour une raison inconnue. Ce n'était pas du tout comme à l'époque où il nageait sans crainte avec ses parents.
Malgré les tentatives de Ryu pour l'aider, la peur de l'eau de Kotaro persista et s'intensifia, surtout après que Ryu ait eu une petite mésaventure et se soit débattu dans l'eau. Heureusement, les mères attentionnées des enfants étaient également venues à la plage, prêtes à répondre aux besoins de leurs enfants. Ryu et Kotaro purent ainsi profiter du bord de mer en compagnie de leurs adorables mères. Ino a également été invitée et s'est jointe au groupe. Les enfants ont essayé de construire des châteaux de sable, mais la mère enjouée n'a cessé d'emporter les structures qu'ils avaient soigneusement élaborées. Ryu a eu une autre idée, et avec Kotaro, ils ont commencé à ramasser des coquillages. Finalement, l'excitation et l'air frais ont poussé Kotaro à s'endormir. Pendant que les enfants se reposaient, Ryu et Hayato décidèrent d'aller se baigner et de se détendre. Hayato avait d'abord pensé que Ryu ne savait pas bien nager à cause de ses difficultés antérieures, mais Ryu expliqua que ce n'était pas la première fois qu'ils allaient à l'océan. Il ajouta que lorsque leurs parents étaient là, Kotaro semblait plus à l'aise dans l'eau. Lorsque Kotaro s'est réveillé et a remarqué que son frère nageait seul, il s'est inquiété de la sécurité de Ryu dans l'eau. Malgré sa peur de nager, Kotaro rassembla son courage et essaya de suivre Ryu dans l'eau. Umi s'interpose pour l'empêcher d'aller trop loin, ce qui fait fondre Kotaro en larmes. Ryu retourne sur le rivage et le console. Umi lui dit que c'est la première fois qu'elle voit Kotaro pleurer ainsi et décide de les rejoindre dans l'océan. Ryu offre alors à Kotaro un coquillage, comme le faisait leur père, pour qu'il puisse écouter les sons apaisants de la mer. Les vacances se poursuivent et Ryu décide de se rendre à la garderie. Il trouve Taka en larmes. Il s'avère que Taka a pris le ballon préféré de Hayato, dédicacé par un joueur célèbre, et l'a couvert de gris bouilli. Hayato a réagi en faisant fi de Taka et en prétendant qu'il n'existait pas. La mère de Taka approche Ryu et lui demande de l'aider à parler à Hayato pour rétablir leur relation. Mais il y a un problème. Comme Yoshi est absent de la garderie, ils ne peuvent pas laisser les autres petits sans surveillance. Heureusement, la présidente intervient pour surveiller les enfants pendant que Ryu s'occupe de la situation. Pendant que la présidente s'occupe des enfants, Ryu a une conversation à cœur ouvert avec Hayato. Il aide Hayato à comprendre que les jeunes frères et sœurs agissent souvent pour attirer l'attention et que les accidents occasionnels, comme le fait d'endommager des objets de valeur, font partie de la croissance. Ryu raconte même que Kotaro a jeté son téléphone portable dans les toilettes, alors qu'il contenait de précieux courriels de leurs parents. Hayato confie que ce n'est pas l'objet lui-même mais le comportement de Taka qui le dérange, le considérant comme malveillant. Cependant, il sait qu'il doit arranger les choses avec son frère. Simultanément, la présidente prend Taka à part et lui fait prendre conscience de la gravité de ce qu'il a fait en abîmant un objet aussi précieux pour Hayato. Taka, bien qu'il persiste à dire que ce n'est pas de sa faute si son frère ne veut pas jouer avec lui, commence à comprendre la situation. Pour enfoncer le clou, la présidente prend l'épée bien-aimée de Taka, un trésor spécial pour lui, et menace de la détruire avec un marteau. Terrifié à l'idée de perdre son jouet chéri, Taka fond en larmes, comprenant enfin ce que ressent son frère. Fort de cette nouvelle perspective, Taka décide de s'excuser et de faire amende honorable auprès de son frère, même si cela implique de recevoir un coup de poing. Dans une autre scène, les parents des enfants doivent assister à un événement culturel à l'académie. Les enfants de la crèche sont chargés de se déguiser en divers fruits et de marcher avec un verre de jus de fruits en équilibre sur la tête pour se présenter à leurs parents. La plupart d'entre eux sont assez maladroits dans cette tâche, à l'exception de Kirin, qui parvient à porter le verre avec aisance. Cependant, la mère de Kirin arrive et informe tout le monde qu'elle ne pourra pas assister à l'événement, mais que le père de Kirin sera là. Lorsque le père de Kirin arrive, il commence à prendre des photos et est ravi de voir sa fille dans un costume de carotte. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que les soignants, y compris Hayato, sont déguisés en filles dans le but de tromper le père surprotecteur de Kirin, qui ne veut pas que sa fille soit entourée de garçons. Ryu, astucieux, tente de rassurer le père en lui expliquant que malgré leurs apparences, ce sont tous des garçons et qu'ils sont fiables et dignes de confiance. Le père, brièvement trompé par leur perruque, commence à leur faire confiance. Cependant, lorsque Midori enlève sa perruque, la confiance du père est ébranlée. Au même moment, un homme barbu, qui s'avère être le père de Midori, arrive. Malgré la confusion, ils profitent tous du temps passé avec les enfants, prennent des photos et se créent d'agréables souvenirs de cette journée. Plus tard, la mère de Taka excite les enfants en leur annonçant que des poussins vont bientôt éclore dans le laboratoire. Elle a invité tous les enfants à assister à l'éclosion dès que possible. Cependant, elle a ensuite changé son histoire, disant que les poussins écloraient en fait le lendemain. Les enfants ne l'ont pas cru et ont insisté pour aller voir les poussins dans la couveuse. Ils ont passé tout l'après-midi à attendre, pour finalement être déçus et se défouler sur un accessoire de squelette humain. Le lendemain, Kotaro, qui voulait vraiment voir les poussins éclore, a demandé à son frère de l'emmener plus tôt à l'école. Le professeur l'a accueilli et ils ont attendu pendant ce qui a semblé être 2 heures jusqu'à ce que les poussins éclosent enfin. Lorsque les poussins ont vu Kotaro pour la première fois, ils l'ont pris pour leur mère et ont commencé à le suivre partout.
Cela a provoqué des disputes entre les enfants, et les poussins se sont mis à courir partout. Un chat a failli provoquer le chaos en essayant de les attraper, mais grâce à Hayato, le désastre a été évité, et les poussins sont devenus les animaux de compagnie des enfants. L'hiver arrive et, contre toute attente, Yoshi tombe malade. Les enfants risquent de se retrouver seuls, car Ryu doit suivre des cours et personne ne pourra s'occuper d'eux. Cependant, le majordome le plus fringant apparaît et prend la responsabilité des enfants au nom de Yoshi, après avoir passé toute la nuit à lire des livres sur la façon de s'occuper d'un bébé. Confiant dans la détermination du majordome à lunettes, Ryu s'en va et les enfants lui sont confiés. Les enfants se prennent d'affection pour le majordome, qui comprend même la langue de Kotaro et sait qu'il a leur soutien. Cependant, un appel aléatoire de Saikawa à Yoshi l'informe que Midori est en situation d'urgence, mais l'appel est soudainement coupé. Yoshi, Ryu et Hayato se précipitent à la pouponnière, mais tout est calme à leur arrivée. Le majordome raconte ce qui s'est passé 10 minutes auparavant. Il s'avère que Midori a eu un accident et s'est mouillé. Lorsque le majordome a essayé de changer sa couche, il a demandé l'aide des enfants. Ils se sont tous précipités pour aller chercher les fournitures, mais une petite mésaventure a fait que les couches sèches sont tombées dans un seau d'eau. Lorsqu'il tente d'appeler Yoshi pour lui demander ce qu'il en est, son téléphone tombe lui aussi dans le seau, ce qui sème la confusion. Le majordome est resté calme et, grâce à son intelligence, a fabriqué une couche de fortune à partir d'un tissu qu'il avait apparemment sorti de nulle part, résolvant ainsi le problème de Midori. Les enfants rassurèrent Yoshi en lui disant qu'il devait se reposer et qu'il s'occuperait de Midori. Yoshi s'est ému des paroles encourageantes des enfants. Lorsque Midori vit son gardien, elle prononça son premier mot, qui était son nom. Cela a contrarié sa mère, la rendant jalouse car son premier mot n'était pas « maman ». Alors que Ryu s'occupait calmement des enfants, Yuki se promenait, soi-disant à la recherche d'un ballon. Ino apparaît et lui demande ce qu'elle fait. Yuki a expliqué qu'elle voulait interagir avec les enfants, mais qu'elle n'avait aucune idée de la façon dont elle devait s'y prendre pour socialiser avec eux. Tous les enfants qu'elle rencontrait semblaient lui faire des choses méchantes, comme soulever sa jupe, lui cracher dessus et lui donner des insectes. Ino la convainquit d'entrer dans la crèche où, pendant un moment, tout semblait aller pour le mieux. Elles décidèrent d'aller se promener avec les petits. Mais c'est le chaos, alors que Yuki se promène avec Kotaro, celui-ci commence à avoir le nez qui coule, et Kirin lui donne des verres. Tout cela a provoqué l'évanouissement de Yuki. Lorsqu'elle s'est réveillée dans l'après-midi, Ryu lui a remonté le moral et lui a fait comprendre que les enfants n'avaient pas agi par méchanceté. En fait, ils ont cueilli des fleurs pour s'excuser auprès d'elle de tous ses méfaits. Dans une autre scène, Ryu reçoit une invitation de ses amis pour aller au cinéma et regarder un film d'horreur. Mais il y a un problème, les enfants ne sont pas admis au cinéma, et Saikawa propose de s'occuper de Kotaro. C'est le premier dimanche que Ryu passe seul, profitant d'une journée de repos tout en regardant le film. Saikawa utilise diverses tactiques pour remonter le moral de Kotaro pendant l'absence de Ryu. Il commence à s'amuser avec Kotaro, jouant avec lui comme un chat. Ryu arrive au cinéma, et Hayato est le dernier à le rejoindre, avec une marque de morsure sur la joue. Taka, qui voulait aussi venir, a laissé cette marque. Hayato demande si Kotaro a causé des problèmes, mais Ryu lui assure que Kotaro s'est parfaitement comporté et n'a pas pleuré. Cependant, les amis de Ryu commencent à le taquiner, suggérant qu'il a un complexe de frère. Ryu ne comprend pas vraiment leurs commentaires, car il s'inquiète simplement pour son petit frère. Ils se retrouvent tous les deux dans la bibliothèque de la maison lorsque Kotaro tente de récupérer la balle sur laquelle figure le visage de Ryu. Saikawa se souvient que le fils et la belle-fille de la grand-mère passaient leur temps à lire des livres dans la bibliothèque. Bien que plus personne n'utilise la bibliothèque, la présidente continue de l'aérer et de la nettoyer de temps en temps, malgré l'offre de Saikawa de le faire. Voyant que Kotaro est un peu triste, Saikawa lui demande de lire un livre de poèmes. Lorsque la présidente revient, elle regarde la fenêtre de la bibliothèque et, pendant un instant, une image de son fils et de sa belle-fille défile dans son esprit. Mais elle se reprend rapidement et se demande quel livre Saikawa était en train de lire à Kotaro. Lorsque Ryu rentre chez lui après le film, il se rend compte que son frère lui a manqué mais qu'il n'a pas pleuré, car Saikawa s'est très bien occupé de lui. En guise de cadeau, Ryu a ramené un porte-clés zombie, auquel Saikawa tient beaucoup. Le mois de décembre arrive, et Noël se profile à l'horizon. Kotaro est très excité car il veut voir le Père Noël, un rêve partagé par tous les enfants. Ses amis lui ont également fait part de leurs souhaits pour Noël. Taka a dit qu'il voulait une ceinture de transformation et qu'il était très enthousiaste à ce sujet. Cependant, Yoshi lui a dit que ce souhait ne serait exaucé que s'il était un bon garçon. Taka est alors déçu car il n'a pas mangé ses brocolis, pensant que le Père Noël ne viendrait pas le voir. Voyant Taka bouleversé, Kotaro est venu à son secours et lui a assuré qu'il était un bon garçon, réconfortant ainsi son ami. Pendant ce temps, les jumeaux demandent au Père Noël de s'assurer qu'ils seront toujours ensemble, exprimant ainsi leur souhait de Noël le plus sincère.
En classe, Ryu a essayé de se déguiser en Père Noël en remplissant une chemise, mais l'un de ses camarades lui a fait remarquer que c'était habituellement le travail de son père. Ce rappel lui a rappelé que le père de Ryu faisait toujours de son mieux pour jouer le rôle du Père Noël. Avec l'aide de ses amis, Ryu a commencé à se renseigner sur les prix des costumes de Père Noël. Cependant, ils se sont rendus compte que Ryu n'avait pas de téléphone parce que le sien s'était récemment cassé. Ses amis ont donc décidé de l'aider à se procurer un costume de Père Noël. Lorsque Noël est arrivé, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. La grand-mère avait un dîner important à organiser et Saikawa avait des courses personnelles urgentes à faire. Kotaro et Ryu se retrouvèrent donc seuls en ce jour spécial. Pour remonter le moral de son petit frère, Ryu lui dit que le Père Noël viendrait aujourd'hui. Kotaro était tellement excité qu'il s'est mis à poursuivre Ryu partout, l'empêchant de s'habiller. Soudain, ils entendirent la sonnette de la porte, et lorsqu'ils se précipitèrent pour voir qui c'était, ils constatèrent que tout le monde était venu les accompagner. Tous les enfants, leurs parents, leurs amis, la grand-mère et Saikawa. Ryu a également reçu un nouveau téléphone en cadeau. Mieux encore, ils ont passé un beau Noël ensemble, entourés de nouveaux amis et de personnes qui étaient devenues leur nouvelle famille. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.